Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette 17e rencontre organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Braunschweig à l'occasion de la découverte de cette mise en scène d'Andromaque. Je vais présenter rapidement Stéphane Braunschweig. Vous êtes metteur en scène, vous avez fait des études de philosophie à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, puis vous êtes entré à l'école du Théâtre national de Chaillot, dirigé alors par Antoine Vitesse. Lorsque vous en êtes sorti, vous avez fondé votre compagnie, le Théâtre Machine. Vous mettez en scène dès 88, dès 1988, et en 91, vous recevez le prix de la révélation théâtrale du syndicat de la critique pour votre trilogie intitulée Les Hommes de Neige, constituée de Wojciech, Tambour dans la nuit et Don Juan revient de guerre. Vos choix sont variés, même si on peut remarquer votre attachement à certains auteurs comme Tchekhov, avec La Cerisée, La Mouette, Les Trois Sœurs et Oncle Vania, Shakespeare, Le Conte d'hiver, Mesure pour mesure, Le Marchand de Venise et Macbeth, Ibsen, avec Per Gynt, Les Revenants, Brandt, Rosmersholm, La Maison de Poupée, Le Canard Sauvage et Le Constructeur Solness, Molière, Le Misanthrope, Tartuffe, L'École des Femmes, Pirandello, Vêtir ceux qui sont nus, Six personnages en caisse d'auteur, Les gens de la montagne, Comme tu me veux, La vie que je t'ai donnée, Arne Ligre, Jour souterrain, Je disparais, Rien de moi, Nous pour un moment, Jour de joie, et vous vous apprêtez à monter à notre place à partir de mars au Théâtre national de la Colline. Des tragédies de Racine, donc Britannicus en 2016 à la Comédie Française, Iphigénie en 2020, et Andromaque, donc en 2023, pièce pour laquelle nous organisons cette rencontre. Par ailleurs, vous êtes aussi un grand directeur de théâtre. De 93 à 98, vous êtes le premier directeur du Centre dramatique national d'Orléans, Loiret Centre. 2000 à 2008, vous dirigez le Théâtre national de Strasbourg et l'école du TNS, où par ailleurs vous fondez la revue Outre-Seine. 2010 à 2015, vous dirigez le Théâtre national de la Colline. Et de 2016 à 2024, vous dirigez le Théâtre national de l'Odéon. Vous êtes d'ailleurs le seul artiste à avoir dirigé 3 théâtres nationaux. Nous vous recevons donc aujourd'hui pour parler de votre mise en scène d'Andromaque au Théâtre de l'Odéon. Et première remarque et première question, l'arrivée de Racine dans votre répertoire de metteur en scène est arrivée finalement assez tard, en 2016, soit près de 30 ans après vos premières mises en scène. Et donc, quel est votre rapport à l'écriture de Racine? Pourquoi monter Andromaque en 2023? D'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à cette rencontre pour parler d'Andromaque. L'écriture de Racine, bon, c'est quelque chose que j'adore depuis toujours. Je l'ai beaucoup travaillé quand j'étais élève dans l'école de théâtre de Vitesse parce que lui-même était un grand racinien. Et puis, j'ai eu souvent l'envie de le monter. Et simplement, quand on monte des pièces classiques, en fait, il faut qu'on trouve une porte d'entrée, faut qu'on trouve une pertinence à un moment donné pour se dire, bah, voilà, ça fait sens maintenant parce que c'est vrai que mon travail ou le travail que je fais sur les classiques n'est jamais un travail, disons, de prendre les choses comme des pièces de musée qu'on va remonter, mais de se dire que ça peut encore nous raconter quelque chose aujourd'hui et que ça peut nous intéresser, que ça peut nous concerner. C'est vrai que par exemple, Iphigénie que j'avais eu envie de monter quand j'étais assez jeune, parce que j'adorais cette pièce, j'adorais cette histoire. Ben, à un moment donné, j'ai voulu le monter, puis je me suis dit, ben non, je trouve pas la pertinence, je trouve pas le moment. Et finalement, c'est seulement en 2020, quand il y a eu la crise du Covid, je me suis dit, ah, Iphigénie, ça nous parle. J'allais dire directement, non pas directement, mais indirectement de ça, puisque dans Iphigénie, c'est l'histoire du début de la guerre de Troie avec les vents qui s'arrêtent et qui bloquent toute une armée, toute une économie, tout un pays. Et donc, je trouvais qu'Iphigénie pouvait raconter un petit peu la situation qu'on vivait au moment du Covid et du confinement. C'est pour ça que bon, Racine est arrivé tard. J'ai aussi monté Britannicus à la Comédie Française. Ça a été le premier. Euh, C'était aussi l'envie de monter voilà, un classique à la Comédie Française avec ces acteurs-là. Et comme bon, Britannicus, c'est une pièce qui est plus une pièce vraiment sur le pouvoir et sur les, 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 les méandres du pouvoir. Je m'étais un petit peu inspiré de séries comme House of Cards pour monter ça.
Et ensuite, donc voilà, Andromaque en 2023. Donc je savais pas qu'entre Iphigénie et Andromaque, j'allais revenir si vite à Racine. Mais c'est vrai que Iphigénie, ça raconte le début de la guerre de Troie, c'est-à-dire qu'on est juste au moment où ça commence et la guerre ne peut pas avoir lieu à cause de ces vents qui sont tombés. Andromaque, c'est après la fin de la guerre de Troie. Donc on est avant et après. En fait, m'en est venue quand il y a eu cette déclaration de guerre de la Russie, contre l'Ukraine, où tout d'un coup, voilà, on a une guerre sur le sol européen, une guerre extrêmement violente, spectaculaire. En plus, évidemment, aujourd'hui, quand on a ce genre de guerre, on a les images qui arrivent et qui sont d'une extrême violence. Mais ce qui m'intéressait, c'est que, enfin, ce qui me choquait quand je voyais ces images, c'est de me dire, quelles vont être les conséquences à long terme, en fait, parce on est pris on est pris dans les images qui sont spectaculaires et choquantes. Donc évidemment, on se dit la guerre, c'est horrible, mais on ne pense pas toujours aux conséquences à long terme, c'est-à-dire au trauma, au traumatisme que une guerre peut apporter et comment ça va se reporter de génération en génération. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben, le théâtre, avec une pièce comme Andromaque, peut parler de ça, peut parler des traumatismes de la guerre, peut parler des conséquences à long terme et pas seulement cette émotion qui est liée au présent. Et c'est vrai qu'Andromaque, c'est une pièce qu'on a l'habitude de voir comme une pièce sur la passion amoureuse, avec quatre figures qui s'aiment, mais de manière asymétrique. Donc, Oreste, Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, et qui n'aime que son mari mort, le héros troyen Hector. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de lire cette pièce comme une pièce sur les passions, ces amours impossibles. Et je me suis, et moi, il m'était toujours apparu que, au fond, c'était quand même une pièce sur la guerre de Troie, parce que c'est quand même le sujet. Et on ne peut pas séparer ces histoires de passion de ce contexte de la guerre de Troie. Et la pièce, elle est tout aussi bien une pièce sur l'amour qu'une pièce sur la politique et sur la guerre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette mise en scène, et ce qui effectivement propose une sorte de relecture un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Merci. Euh, alors, on va rentrer directement dans le concret de la pièce. Pyrrhus paraît a priori comme le maître à bord de cette pièce. On est dans son palais. Alors, concrètement, vous avez choisi de l'habiller en treillis, évoquant son rôle de combattant, puisqu'il revient, voilà, la guerre de Troie vient de finir. Mais il apparaît comme un combattant fatigué, il est légèrement voûté quand il apparaît, les cheveux longs, une tenue un peu débraillée, dans un palais complètement dépouillé, une simple table, trois chaises dont deux renversées quand débute la pièce, alors que Oreste, Pilate, Phénix, eux, par exemple, sont en civil. Donc déjà revenir sur ce choix, faut-il y voir une lecture de la pièce qui fait de Pyrrhus l'homme qui sait les horreurs de la guerre, justement, alors que les autres protagonistes sont plus marqués par la haine d'avoir subi en tant que fille, épouse ou fils de guerrier, plus que vécu directement les horreurs de la guerre. Et donc c'est ce qui pourrait aboutir à une sorte d'impossibilité de compréhension réelle entre ces personnages. Oui, alors euh, évidemment, le spectacle fait de Pyrrhus la figure un peu centrale, c'est-à-dire que euh, très souvent la figure centrale c'est Oreste ou c'est Hermione, alors que le rôle titre c'est Andromaque. Mais dans cette pièce, en fait, Andromaque, elle a relativement peu de scènes, hein. Elle a une scène au premier acte, elle en a pas au deuxième, et puis elle a trois grosses scènes, enfin ou quatre grosses scènes au milieu de la pièce, puis après elle disparaît. Donc évidemment, le rôle est essentiel parce que c'est l'enjeu de la pièce, c'est l'enjeu tragique, on va dire, de la pièce. Euh, mais le personnage qui, moi, m'a intéressé peut-être le plus au départ à cause de ce projet sur la guerre, c'est Pyrrhus.
qui est celui qui revient de la guerre et on va dire, traumatisé. Parce que, bien sûr, il y a les traumatismes des victimes. Donc, évidemment, Andromaque, c'est une victime de la guerre. Elle a perdu son mari, elle est en captivité, son fils, est avec elle, séparé d'elle, mais aussi en captivité. Donc, elle est directement victime de la guerre. On peut dire que Pyrrhus, c'est quelqu'un aussi qui a le traumatisme des bourreaux. Dans sa première grande tirade, il parle de ce qu'il a fait à Troie des massacres, en fait. Et plusieurs fois, il revient sur la férocité, la violence avec laquelle il a détruit Troie, sachant qu'il ne faut pas oublier que Pyrrhus, c'est le fils d'Achille et qu'il a participé donc directement à la guerre de Troie, directement au massacre, hein, parce que c'est vraiment de massacre qu'il s'agit. Et donc, sans Achille et sans Pyrrhus, les Grecs n'auraient jamais gagné la guerre de Troie. Ça, c'est une donnée essentielle à comprendre. Et les Grecs avaient besoin de cet allié qui, pourtant, n'avait pas signé l'accord avec tous les chefs grecs pour aller faire la guerre. Si Hélène était menacée. Donc, il y a tout un passif avec les Grecs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il a un problème avec la monstruosité de lui-même, enfin, avec la découverte qu'il a faite de sa propre monstruosité. Et moi, je me suis toujours demandé, mais comment un chef militaire peut espérer être amoureux, que sa captive, que son esclave, donc Andromaque tombe amoureuse de lui. Et comment lui-même peut être amoureux d'elle. En fait, si on se dit, si on prend, je sais pas moi, Poutine et Zelensky, est-ce qu'on peut imaginer que Poutine va aller courtiser la veuve de Zelensky et que celle-ci va pouvoir tomber amoureuse de lui? C'est juste en fait, si on y pense, c'est totalement absurde. Si on remet ça dans une situation concrète, c'est complètement absurde. Donc je me demandais, alors d'où vient cette absurdité, d'où vient cette passion amoureuse? Et je pense qu'en fait, Pyrrhus, c'est quelqu'un qui cherche une forme de réparation de sa monstruosité. Il cherche à retrouver une humanité et il va la trouver dans cet amour pour Andromaque et dans l'idée de sauver Astyanax, son fils. Et il envisage quand même, mais le paradoxe, c'est que pour sauver son fils, il va peut-être falloir faire une deuxième guerre de Troie. Une guerre de Troie où ce seront donc Pyrrhus et les Pires qui vont se retourner contre leurs anciens alliés, c'est-à-dire les Grecs. Donc toute la pièce, on est sous la menace de la guerre de Troie. Donc ça, c'est l'enjeu politique majeur, c'est est-ce qu'on reste amis avec les anciens alliés ou est-ce qu'on se retourne contre eux? Vous voyez que ça résonne aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe dans l'OTAN, avec des, des anciens pays alliés qui peuvent se retourner les uns contre les autres. Donc c'est une situation qui peut voilà, qui résonne aussi avec Andromaque. Alors les autres personnages, je pense qu'il faut séparer Andromaque de Hermione et Oreste, parce qu'Andromaque, elle est victime directement, et elle est prise dans un conflit tragique qui est est-ce que je dois céder à Pyrrhus, donc à l'amour de Pyrrhus, au chantage de Pyrrhus, pour sauver mon fils, ou est-ce que je dois être fidèle à la mémoire d'Hector et mourir en héroïne après Hector. Voilà, ça c'est le conflit tragique d'Andromaque, mais elle, on peut dire que elle a directement vécu la guerre aussi, puisque dans sa grande tirade au troisième acte, quand elle dit cette fameuse songe, songe, ces fils à cette nuit cruelle qui a vu de tout un peuple, etc. Elle raconte ce qu'elle a vu de ses yeux, c'est-à-dire la violence, la barbarie et les massacres.
À l'inverse, Hermione ou Oreste sont des personnages qui se sont tenus un peu en retrait de la guerre de Troie, mais qui en sont des enjeux, et notamment Hermione, puisque Hermione étant la fille de Ménélas et Hélène de Troie, c'est quand même pas rien, c'est ses parents qui sont directement concernés par cette guerre. Donc elle n'a pas assisté au combat, elle n'a pas assisté à tout ça. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elle n'a pas peur de vouloir déclencher une deuxième guerre de Troie, ce qu'elle est carrément prête à faire à plusieurs moments. Allons-y, allons ensanglanter à nouveau le sol. Et donc, il y a chez elle effectivement le regard de quelqu'un qui n'a pas encore vécu la guerre, mais qui est prête à y aller. Et voilà, autant euh, le personnage d'Andromaque est un personnage qui est pris dans... parce que moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est son conflit entre la mère et la veuve. Et chez Hermione, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la fille d'Hélène. C'est-à-dire que plusieurs fois, elle va rappeler que, enfin, en tout cas une fois à la fin, au cinquième acte, elle rappelle que pour sa mère, tout le monde est parti en guerre, mais que pour elle, personne n'est prêt à rien faire. Donc, elle a ce complexe d'être la fille de la femme la plus belle de l'Antiquité et de ne pas être à la hauteur de sa mère. Et ça, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnages raciniens, y compris dans Iphigénie, c'est-à-dire les fils d'eux, soit les fils d'eux qui ont du mal être à la hauteur de leurs héros de parents, soit des héros eux-mêmes qui sont des héros qui sont comme s'ils n'étaient pas à la hauteur de leur propre mythologie. Et ça, c'est plutôt le cas dans Iphigénie. D'accord. Une question d'Elisa Grilly. Que pensez-vous de lire Andromaque comme une pièce sur le consentement? Euh, Bien sûr, enfin, la question du consentement se pose tout le temps, mais pas seulement pour Pyrrhus. C'est aussi la question d'Oreste. Quand on a toujours l'impression qu'Oreste, parce que lui-même se présente en victime, et donc victime de cet amour malheureux, mais en réalité, il est lui-même à un moment dans la position, comme il le dit, d'enlever Hermione et de lui faire subir tous les maux qu'elle lui a fait subir. Donc, dans son amour passionné pour Hermione, il y a aussi une volonté de la détruire comme femme et de la détruire dans son indépendance. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la première scène de l'acte 3. La scène où il est en colère, où il dit je vais l'enlever. Et là, elle va voir, elle va souffrir et sous-entendu, je vais l'emmener et je vais la violer. Donc il y a effectivement cette problématique du consentement qui est là. De même que il y a évidemment de manière évidente pour Pyrrhus une problématique de consentement et de chantage, en fait, de chantage au sexe. Mais la chose, c'est que Pyrrhus, il, il a besoin de se faire aimer. C'est-à-dire il a besoin d'être remis dans son humanité. Et c'est quand il n'y arrive pas qu'il part dans une folie et une violence y compris qui peut aller vers le viol. Il y avait également une question sur, toujours d'Elisa Grilly. Vous n'avez pas eu envie de mettre davantage l'accent sur la victoire d'Andromaque, disons une relecture sur son refus, sa résistance face à Pyrrhus. On oublie toujours son couronnement. Alors, c'est ce que j'ai essayé pourtant de faire dans la dernière image du C'est spectacle où on ça. la voit revenir. Normalement, on ne revoit pas Andromaque à la fin du spectacle. Et là, on la voit revenir avec son fils dans les bras et prendre le centre du plateau seul après le départ d'Oreste. Donc, pour moi, cette image montrait justement que c'était elle qui avait gagné. Ce que je souhaitais aussi, c'est de montrer enfin, disons que c'est une image ambiguë, c'est-à-dire que c'est à la fois une image de reprise du plateau, de reprise du pouvoir, mais en même temps, elle a un visage inquiet
dans cette reprise du pouvoir, parce que ce qui est quand même intéressant dans le personnage d'Andromaque, si on le suit et si on suit son évolution, c'est elle reprend le pouvoir, Astyanax va devenir le futur roi d'Épire, et donc il pourra peut-être faire une guerre de revanche contre les Grecs. Mais dans la première scène de l'acte 4, la dernière donc qu'Andromaque a en scène avec sa confidente Céphise, elle dit, quand elle dit qu'elle va au fond se sacrifier, c'est-à-dire épouser Pyrrhus pour que le fils soit légitime sur le trône d'Épire, mais ne pas se donner à lui sexuellement. Donc ça, c'est son plan au début du quatrième acte. Et elle dit bien à ses fils, rappelle-lui son père, sa mère, mais surtout qu'il ne se venge pas. C'est-à-dire que Andromaque appelle ses fils à élever Astyanax dans un certain pacifisme, donc hors de cette logique de la vengeance. Or, évidemment, vu comment la fin se passe, on n'est plus, on va être obligé de repartir en guerre, et donc on peut dire que Andromaque est rattrapé par la logique de la vengeance et rattrapé par cette logique guerrière. Question de Gilles Raymond, lycée Germaine-Tillon. Hermione semble avoir plus de présence, être plus charismatique que les autres. Comment, dans ce cas, mettre en relief la personnalité des autres personnages? Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense ils ont tous un charisme et une personnalité différente. On peut être peut-être certains plus sensibles à Hermione ou à Pyrrhus ou je ne sais pas, mais je pense surtout que les quatre personnalités sont complètement différentes et que c'est ça qui est important. Chez Hermione, évidemment, il y a aussi cet effet que en réalité, Hermione et Oreste, ce sont ceux qui ont le plus de verre dans la pièce. Ce sont donc les deux personnages en fait qui sont le plus importants en termes de présence et de longueur de texte, et Oreste encore plus qu'Hermione. À partir de la fin du quatrième acte, en fait, Pyrrhus et Andromaque disparaissent complètement de scène et la scène se concentre sur Hermione et Oreste et sur la folie, en fait, qui les prend l'un et l'autre. Donc, peut-être que c'est aussi un effet de la pièce elle-même qui produit ça, mais évidemment, je ne vais pas vous dire que Hermione n'est pas une actrice extraordinaire. Revenons sur les choix de mise en scène. Les personnages évoluent sur ce fameux sol rouge recouvert de cette eau rouge, évidemment cette mare de sang qui paraît encore frais. Question de Béatrice Nicolas et de ses élèves d'Hippocane du lycée Ernest Renan. La spectaculaire mare de sang a bien sûr un puissant effet visuel qui génère des associations symboliques avec les flots que font couler toutes les guerres contemporaines et que d'ailleurs les élèves en question évoquent le conflit en Ukraine. Cette flaque a aussi une présence sonore forte, insolite, qui ajoute son propre frisson d'horreur. Alors que l'image peut avoir quelque chose de virtuel et de déréalisant, le son est particulièrement effroyable. Était-ce une bonne surprise une fois le dispositif réalisé ou était-ce un effet anticipé? Quelle incidence cette contrainte technique a-t-elle eu sur le jeu des comédiens? Euh, oui, alors quand même, on savait que ça allait faire un certain bruit quand on marche dedans. Forcément, on a tous marché dans une flaque, donc on sait que quand on marche vraiment dans de l'eau, voilà, ça fait un clapotement. Maintenant, je pensais pas que ça aurait un effet aussi peut-être désagréable enfin, au sens positif du terme. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, oui, avec ce bruit, mais aussi concrètement avec le fait que euh, euh, un sol comme ça, marcher dans l'eau, c'est toujours un petit peu glissant. Donc, on est obligé de contrôler beaucoup ces mouvements et ça impose
bah, on court pas dans cette flaque, on marche plutôt lentement. Donc quand on veut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas bouger, etc. Donc évidemment, ça crée des contraintes et ça crée peut-être voilà enfin, de toute façon, les contraintes pour le jeu, c'est toujours intéressant en fait. Ça nous met dans voilà dans une spécificité. Et effectivement, il y a une spécificité à se déplacer dans cet espace, dans cette flaque de sang. Voilà. Non, une chose à laquelle on n'avait pas, je dirais, pensé, c'est qu'en fait, je vous explique, cette flaque de sang, elle est faite ce n'est pas de ce qu'on appelle de l'hémoglobine comme au cinéma, c'est-à-dire c'est pas un liquide poisseux rouge, c'est de l'eau en fait mélangée avec de la poudre de velours. On a trouvé ce système parce qu'on cherchait à une flaque enfin, à pouvoir évoquer le sang, mais sans que ça tâche trop les vêtements. Euh, Parce que quand on utilise voilà, des colorants euh, habituels, ça, au bout d'un moment, même si on peut les laver, au bout d'un moment, ça abîme énormément les vêtements. Donc, on cherchait un produit qui peut s'accrocher un peu aux vêtements, mais qui ne tâche pas. Alors, cette poudre de velours, donc on la remue dans l'eau et simplement, elle retombe au fond. C'est-à-dire que bon, si on prépare le spectacle une heure avant, on remue, etc. Et puis après, ben donc au départ, on peut avoir l'impression d'une sorte de miroir d'eau avec un fond rouge. Et c'est seulement quand ça va être à nouveau remué par les acteurs que ça redevient du sang. Et, euh, et quelqu'un m'a dit, oui, c'est comme une flaque de larmes et de sang. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, ce sont aussi les larmes, les larmes d'Andromaque, les larmes de la guerre. Donc il y a le sang de la guerre, mais il y a aussi les larmes. Et je trouvais très beau en fait que cette flaque puisse être aussi bien une flaque de larmes qu'une flaque de sang, parce qu'au début on a l'impression que c'est de l'eau, hein. Quand on marche dedans, ben, comme on l'a pas remué, ben, c'est plutôt on voit que c'est de l'eau transparente voilà, qui éclabousse. Et mon maître Antoine Vitesse avait écrit un petit livre qui s'appelle La tragédie, c'est l'histoire des larmes. Et voilà, donc ça m'a touché. Euh, Question aussi sur les costumes. Académie de Rennes, vous avez fait le choix de costumes modernes. Est-ce indispensable pour faciliter la réception de Racine? Actualiser les costumes, est-ce nécessaire ou suffisant pour actualiser le propos? Et du reste, faut-il actualiser Racine? À l'inverse, pensez-vous qu'adopter une représentation archaïsante, séduisante par ses costumes et ses décors à l'antique, risque de desservir le propos, de détourner l'attention du côté de la pure satisfaction esthétique? Bon, alors, juste revenir sur ce terme d'actualisation. En fait, c'est Ouais. un peu bizarre ce terme d'actualisation parce que actualisation, ça voudrait dire, par exemple, que on met sur scène des signes qui évoquent ben, justement l'actualité, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Or, non, je n'ai pas fait d'actualisation. J'ai fait ce que j'appelle, je sais pas comment le dire, mais les costumes sont pas marqués, par exemple, d'un pays ou d'un autre, ne renvoient pas. On garde une certaine intemporalité en réalité, et ça peut être plein de choses. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse se projeter, c'est-à-dire que le spectateur puisse, oui, penser à la guerre en Ukraine ou à la guerre de Troie ou à la Seconde Guerre mondiale, parce que par exemple, ça serait tout à fait possible, par exemple, de transposer dans la Seconde Guerre mondiale avec des conflits qui feraient complètement sens sur la collaboration, etc. Mais moi, j'ai besoin qu'on se projette sans qu'on donne des signes qui figent ou qui ferment. Par ailleurs, ce qui est très important pour les costumes contemporains, ce qu'on va appeler les costumes contemporains, c'est-à-dire être en costume, non pas en toge, mais en costume, sachant que à l'époque de Racine, on jouait pas en toge, on jouait plutôt en costume Ouais. 17e. Euh, donc, puisque en fait, ce qu'a fait Racine lui-même, on oublie toujours ça, c'est qu'il a pris des tragédies du passé et il les a actualisées. Donc lui, il a fait le boulot d'actualisation. Et pourquoi nous, on ne le ferait pas? Hein? Alors ça peut se faire par la réécriture. Vous avez des auteurs aussi, même
comme Brecht au XXe siècle, qui a, je sais pas, qui a réécrit Antigone, qui a réécrit Don Juan de Molière, etc. Donc, le principe de la réécriture, de l'actualisation, il existait déjà au XVIIe siècle, et je pourrais même dire que déjà dans l'Antiquité, il faisait ça, puisqu'il prenait des thèmes, et puis par exemple, les auteurs latins comme Sénèque, bah, ils ont réécrit les pièces grecques. Donc ça, comment dire, c'est un fonctionnement habituel du théâtre. Il y a pas, je vois pas pourquoi nous, on s'en priverait. Néanmoins, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir avoir des corps qui soient pas, comment dire, qui soient pas dans le langage très codifié du costume du XVIIe siècle ou du costume ou de la toge grecque. Parce que dès qu'on est sur ces costumes-là, on est sur un langage extrêmement codifié. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des corps modernes et d'avoir des acteurs qui s'approprient le texte de Racine, qui s'approprient cette langue, qui s'approprient cette histoire. Donc, pour moi, c'est une manière de pouvoir voilà, s'approprier les personnages, rendre les acteurs concrets et que le spectateur, les spectateurs puissent rentrer dans cette histoire en se disant que ça peut aussi les concerner. Euh, dans le, Au-delà de cette fameuse mare de larmes et de sang, donc, il y a très peu de décors et d'accessoires. Cette fameuse table blanche du début, enfin des deux premiers actes, euh, cette table qui disparaît donc à la fin de l'acte 2, trois couleurs dominantes, hein, le rouge, le blanc et le noir. Petite remarque, oui, moi la table et les deux chaises. J'ai pensé à cette mise en scène deux vitesses d'Andremarque où il y avait déjà une table et des chaises, et deux chaises d'ailleurs. Alors je sais pas si c'était un clin d'œil à vitesse, mais c'était aussi, il y avait aussi table et deux chaises blanches, il me semble, dans Iphigénie, dans votre Iphigénie. Alors, bon, honnêtement, j'ai pas vu la mise en scène de Andromaque de Vitesse en 1971. Ouais. J'étais encore un petit peu petit. Moi aussi, mais il y a des photos. Il y a des photos et honnêtement, je ne les connais pas. Donc, D'accord, donc j'ai pas c'est pas un hommage directement à ce spectacle. d'accord. Mais il y a quand même une influence de Vitesse. C'est-à-dire que vite, je me souviens très très bien quand on faisait des cours à l'école de Vitesse. Une grande idée de Vitesse sur la tragédie, c'est qu'il faut pouvoir jouer la tragédie dans la cuisine. Et je me souviens qu'on avait travaillé notamment des scènes d'Andromaque autour d'une table de cuisine et de deux chaises. Alors là, c'est pas une table de cuisine, c'est plutôt, j'avais plus pensé comme une table qui reste d'un buffet, d'une réception. On a pu fêter les victoires de la guerre de Troie, et puis on a fait la fête, puis après, en fait, on a dans la gueule de bois de la guerre de Troie, de cette fête. Donc c'était plutôt ça, cette évocation. Les deux chaises renversé au début, c'est à la fois bah, cette espèce de ruine de fête, mais de victoire, mais aussi bah, tout simplement une sorte de symbole des ruines de la guerre de Troie. On va monter, on va jouer dans les ruines en fait. Mais donc oui, il y a à la fois une influence de vitesse, mais je peux pas dire que c'est un hommage direct à la mise en scène d'Andromaque, voilà, que j'ai pas vu. Et sur les couleurs, ce blanc, noir, rouge. Enfin, c'est aussi pour avoir une image extrêmement graphique, extrêmement dessinée, et qu'on puisse rester dans une histoire qui est aussi une fable, une métaphore, et pas rentrer dans un réalisme complet, d'où le choix d'avoir des couleurs très, très graphiques et très affirmées. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur la direction d'acteur. Euh, Question du lycée Regnault à Tanger, lors de l'élaboration de la mise en scène, les idées vous sont-elles venues directement lors de la lecture du texte ou avez-vous eu besoin de faire des recherches, de demander l'avis des comédiens? Afin de partager vos idées avec les comédiens, avez-vous besoin de faire des croquis, des modélisations virtuelles et combien de temps cela vous a-t-il pris? Euh, Alors, moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, c'est-à-dire que je fais une distribution, je crée un espace, puisque je suis moi-même le scénographe de mes spectacles, donc je conçois un espace, mais je ne prévois pas trop à l'avance comment on va mettre en scène, c'est-à-dire que j'aime bien que ça s'invente avec les acteurs. Donc non, je ne viens pas avec des idées, je viens avec un cadre qui est un cadre scénographique
et dramaturgique. Donc, par exemple, de dire la pièce nous parle des traumatismes de la guerre de Troie, c'est un cadre dramaturgique, mais je ne sais pas exactement encore comment je fais faire rentrer les choses dans ce cadre-là ou comment, ou au contraire, comment elles vont déborder de ce cadre-là. Donc ça, c'est le travail qu'on fait en répétition. Quand on monte une tragédie comme ça, il faut au moins 2 mois de répétition parce que c'est difficile. Honnêtement, c'est très difficile à jouer, pour qu'on ait des acteurs qui donnent l'impression tout le temps d'être concrets, donc qui sont pas dans la, comment dire, dans la beauté du texte, mais qui en même temps sauvent la beauté du texte. Mais qui sont concrets, ça veut dire que quand ils parlent de quelque chose, on a l'impression qu'ils l'ont vécu, qu'ils savent de quoi ils parlent, que c'est pas juste des mots. Voilà, mon but, c'est que ça soit jamais juste des mots, mais que ça soit ce dont ils parlent, c'est des réalités vécues. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'y arriver parce il y a la maîtrise des vers mais et l'élaboration de quelque chose où voilà, on ne pense plus aux vers, mais on ne pense que à ce qu'on dit. Voilà, donc il y a pas trop de travail de préparation et j'utilise pas de croquis, de modélisation virtuelle, mais je fais pas non plus beaucoup de travail à la table. On fait un peu de lecture au début pour essayer d'élucider les références, de comprendre ce qu'on comprend pas. Mais bon, la langue de Racine, elle n'est pas si difficile que ça à comprendre si vous comparez avec les pièces de Corneille. Les pièces de Corneille, c'est tellement plus difficile, tellement, la langue est tellement plus, comment dire, tortueuse. Même les pièces de Molière, si vous prenez les vers de l'École des femmes ou certains vers de Tartuffe, c'est difficile, c'est plus difficile que Racine. Racine, il y a quelques faux amis, des mots qui n'ont plus tout à fait le même sens, donc entre le 17e et aujourd'hui. Mais une fois qu'on a compris ça, la syntaxe est rarement très difficile. Mais en revanche, évidemment, comme c'est une langue assez concise, parfois elle dit en peu de mots une chose qui aurait besoin d'être plus développée ou fait allusion bah, à la guerre de Troie, etc. Donc on a quand même besoin d'élucider les références, de se raconter la guerre de Troie, de savoir aussi comment Racine a changé un peu les histoires de la guerre de Troie, qu'est-ce qui est de son invention, de son interprétation, de son imagination. Donc ça, c'est un travail, disons, de début de répétition. Et puis après, on cherche comment faire. Et honnêtement, quand j'arrive aux répétitions, je ne sais pas comment faire. Euh, Question à nouveau, toujours sur la direction d'acteur du lycée de Saint-Brieuc. Le comédien qui incarne Pyrrhus joue deux partitions très différentes entre les trois premiers actes d'un côté et l'acte 4 de l'autre, quand il croit acquis son mariage avec Andromaque. Cela se traduit par un changement manifeste de costume et de coiffure, mais il nous semble que cela se traduit aussi dans la diction de l'alexandrin et de l'élocution. Est-ce exact ou est-ce une impression? Quelle est votre, entre guillemets, religion, si vous en avez une, sur la diction de l'alexandrin? Euh, Alors, je pense pas qu'il y ait un changement de technique, en tout cas, ou de rapport à l'alexandrin. C'est plutôt juste un changement de situation qui produit ça. Et effectivement, le personnage de Pyrrhus, quand il revient à l'acte 4, dans sa dernière scène avec Hermione, il n'est pas dans le même état qu'à la fin de l'acte 3. Donc c'est une sorte de Pyrrhus qui tout d'un coup est sorti de ses contradictions, de ses tensions intérieures, puisqu'il va épouser Andromaque. Et nous, ce qu'on s'est toujours un peu raconté, c'est qu'il a quand même le pressentiment que ça va pas du tout, et que épouser Andromaque, ça va être aussi, enfin, qui va un peu à la mort, parce qu'il sait que Andromaque ne l'aime pas. Et donc elle accepte le mariage, mais il sait très bien pourquoi elle accepte le mariage, donc elle n'accepte pas le mariage par amour. Et donc, il y a quelque chose aussi je sais pas, d'une sorte de mélancolie qui sort là, et moins quelque chose dans la violence. Par ailleurs, on essaie, et donc il a aussi son costume de mariée qui fait qu'il change, enfin, ce personnage qui existait aussi par son rapport à la guerre, tout d'un coup, c'est comme s'il perdait un peu de sa substance en se mariant. Et par ailleurs, on s'est toujours dit aussi que, alors,
bien sûr, c'est pas dans la pièce comme ça, mais qu'il a très bien pu aussi avoir quand même une sorte d'histoire, y compris sexuelle, avec Hermione, et que c'est une sorte de scène de rupture entre deux amants. Et donc, on voulait aussi trouver une forme d'intimité dans cette façon de se parler. Voilà. Mais je pense que c'est un effet de situation parce que je ne crois pas du tout on n'a pas du tout travaillé pour que l'alexandrin soit différent ou je sais pas quoi. Ma religion sur l'alexandrin, elle est très très simple. On ne doit pas jouer ça comme de la prose, mais on ne doit pas jouer ça comme de la musique. Donc, ça veut dire que il faut pas. Je réfute toutes les théories de l'alexandrin qui disent qu'il faut faire une pause à l'hémistiche, faire entendre ceci ou cela, parce que c'est comme ça qu'on fait un théâtre d'un ennui profond, où on ne comprend rien et où les acteurs ne jouent pas. Donc, euh, en revanche, je tiens beaucoup à ce qu'on entende que c'est de l'alexandrin, c'est-à-dire le respect des 12 pieds, le respect des rimes, c'est-à-dire qu'il faut, pour qu'on entende les rimes, il faut pas faire trop d'enjambements. Donc, on en fait parfois, mais en fait, c'est le principe, c'est le moins possible d'enjambements. Et en revanche, sur les césures, c'est-à-dire couper le vers, eh bien, il n'y a pas, c'est selon le sens. C'est-à-dire, parfois, il faut dire le vers sans césure, parfois, il faut faire césure après le huitième pied, parfois au milieu. Et donc, les césures sont liées au sens. Pourquoi? Parce que le français est une langue sans accent tonique. Or, si on, donc, euh, il y a un problème avec l'alexandrin, c'est que très souvent, les jeunes acteurs, les jeunes comédiens, ils vont être pris dans une sorte de plaisir, et aussi des vieux comédiens d'ailleurs, qui n'ont pas appris à faire autrement, ils vont être pris dans le plaisir de la musique de l'alexandrin, ils vont être pris là-dedans. Et donc, ils vont accentuer toujours au même endroit le vers, alors qu'il faut l'accentuer et il faut pas mettre deux accents dans un vers, il faut essayer d'en mettre qu'un. Parce que si on met un accent, deux accents, eh bien, on n'entend plus le sens. En général, et l'accent, il peut être dans le premier hémistiche, dans le deuxième, le dernier mot, le premier mot, le quatrième. Donc, il faut chercher euh, quels sont les accents qui nous permettent de balancer le verre pour que le sens ressorte concrètement. Et par ailleurs, une des manières de mettre des accents, c'est de mettre des césures. Parce que, encore une fois, comme je disais, on n'a pas d'accent tonique en français. Donc, plus on met des accents, plus ça devient artificiel et lourd. Alors que la césure, vous voyez, je viens de le faire. Alors que la césure, ça me permet de mettre en valeur le mot que je cherche à mettre en valeur sans alourdir la langue. Donc voilà, en gros, ma religion de l'Alexandre. Revenons sur Pyrrhus, il y a deux questions. Question de Gilles Raymond du lycée Germaine-Tillon. N'avez-vous pas été tenté de montrer sur scène l'assassinat de Pyrrhus? Oui, j'ai été tenté de le faire. Alors, j'ai été tenté de le faire. Oui, oui, j'avais à un moment donné eu envie de le faire. Après, le problème, c'est que en fait, ces choses qui sont racontées, après, dans ce cas-là, après, il faut pas les raconter. Enfin, je veux dire, ça fait un peu double emploi entre le texte et l'image. Sinon, l'image devient illustration du texte. Donc, on cherche pas à ce que l'image soit illustration du texte. On cherche à être saisi. Et est-ce que c'est ici, c'est une image qui nous saisit ou est-ce que ou est-ce que c'est le texte? Et moi, j'ai quand même pensé que le texte était plus saisissant que l'image, ce qui est raconté. Et parce que ce qui est raconté aussi, c'est comment Oreste a vécu cette scène où lui-même ne va pas porter les coups, et on va voir que finalement c'est un moment d'assassinat politique qui se passe et pas un assassinat pour Hermione, d'assassinat amoureux. Et donc voilà, j'y ai renoncé, mais je vois qu'il y a une question dans le chat qui parle Exactement. sur la vision de Pyrrhus derrière le Et miroir. voilà. Santin En pourrait parlant évoquer le spectre. d'images saisissantes, oui. Mais effectivement, il apparaît. Donc, j'avais quand même envie de voir Pyrrhus dans ce cinquième acte et de voir Andromaque dans ce cinquième acte. Et donc, Pyrrhus apparaît deux fois derrière le miroir Santin, une fois comme une vision d'Hermione,
Donc là, il n'est pas encore plein de sang. Et une deuxième fois, comme une vision d'Oreste où il est plein de sang. Alors, euh, la question dit, est-ce que ça peut évoquer le spectre d'Hamlet? Oui, mais moi j'ai plutôt pensé au spectre de Banquo dans Macbeth, c'est-à-dire le spectre de quelqu'un qui a été assassiné et qui revient se venger ou torturer l'assassin et le culpabiliser. Donc c'était plutôt un fantôme type Banquo dans Macbeth que Hamlet. Et évidemment, le fait qu'il arrive en sang derrière la vitre, c'est une trace de ce désir que j'avais eu de montrer l'assassinat. D'accord. Il y a encore un certain nombre de questions euh, sur, sur la question des confidents. Est-ce que pour vous c'est une convention théâtrale? Et du coup, comment fait-on vivre ces seconds rôles sur scène? Alors, évidemment, c'est évidemment une convention pour l'écriture, mais je les prends jamais comme une convention. Pour moi, les personnages de confidence sont essentiels et, euh, et je leur donne. Enfin, ils sont aussi, enfin, pas aussi importants, ça n'a pas de sens, mais ils existent autant pour moi que les autres. Donc, ce sont des personnages qui ont une écoute, et que ce sont ceux qui essaient de ramener les personnages tragiques, donc ceux qui sont un peu dans ce qu'on appelle l'hubris, hein, dans la démesure, dans la folie, vers un peu plus de raison, vers un peu plus de rationalité. Donc chaque personnage de confident, c'est un personnage qui cherche à ramener son maître vers de la vers du concret, de la réalité, de la rationalité. Mais bon, si vous avez un personnage comme Pilade, euh, qui, qui est toujours à essayer de faire ça avec le reste, mais comme il est lui-même dans une sorte d'amour ou d'amitié inconditionnelle pour le reste, il se laisse lui-même prendre. Et au début, par exemple, de la Acte 3, scène 1, il dit, non, vous êtes complètement taré de vouloir enlever Hermione. Et puis à la fin de la scène, enlevons Hermione. Donc vous voyez que les confidents eux-mêmes sont aussi pris dans des logiques affectives. Et quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire pour les diriger, pour les mettre en valeur, il faut que leur écoute soit émotionnelle. C'est-à-dire, et vous le voyez très bien avec le personnage de Céphise ou de Pilate ou aussi de Cléone ou de Phénix. Ce sont des gens qui ont un rapport affectif avec leur partenaire et donc leur écoute doit être complètement émotionnelle. Ce ne sont pas des personnages, jamais des personnages froids. Euh, Question aussi sur la bande son, parce que il y a cette bande son qui parcourt le spectacle et qui incontestablement renforce le tragique. Voilà, comment vous avez travaillé cette bande son? Je travaille avec un garçon qui s'appelle Xavier Jacot, qui fait le son de tous mes spectacles, et au fond, il sait que je n'aime pas tellement le son. Donc, non, mais c'est vrai, j'aime pas beaucoup le son en fait, parce que je trouve que souvent le son va empêcher de jouer ou tirer le jeu vers quelque chose, et donc souvent quand il y a du son, je n'entends pas concrètement le texte. Donc lui, et en même temps, je trouve que surtout dans un spectacle comme ça, où on a besoin aussi parfois de déréaliser, de donner une sensation mentale, donc ce son arrive comme des espèces de nappe mentale. Ben, je trouve qu'il non seulement il n'empêche pas d'écouter le texte, mais il va soutenir la tension tragique. Euh, mais après, c'est lui qui me propose et moi, je sais jamais trop décrire ce dont j'ai envie. Je lui dis là, peut-être tu peux mettre quelque chose. Ou parfois il arrive et il me dit tiens, ou même sans me prévenir, il essaye un truc et puis je trouve ça super. Donc, mais c'est parce qu'il a un sens de ça. Pour finir, vous mettez très souvent en scène des classiques ou autres textes du répertoire. Il y a une tendance forte pourtant aujourd'hui à adapter au théâtre des textes non dramatiques ou à écrire des textes moins littéraires, le vague du théâtre documentaire, conférence théâtre, etc. Quel est votre regard sur cette évolution? Ouais, c'est une évolution compliquée. Alors, je dirais que
Il y a eu une grosse tendance à faire plus d'adaptations, de romans, etc. Bon, ça, c'est aussi lié à une évolution de la mise en scène, c'est-à-dire que bon, je pense qu'un certain nombre de metteurs en scène, pour s'exprimer ou pour inventer leur propre univers, leur propre style, ont eu besoin de s'éloigner du théâtre proprement dit et d'aller chercher d'autres matériaux. Donc très bien, ça a donné des spectacles absolument magnifiques, hein. Et puis maintenant, je pense que la grosse tendance, c'est le théâtre documentaire. Et ça, c'est vraiment la grosse tendance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du théâtre en pensant que il faut, ce qui légitime le théâtre, c'est de parler de la réalité. Donc, et je crois que c'est lié à l'époque dans laquelle où on est rentré quand même dans ce qu'on peut appeler une sorte d'époque de la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité ne vient plus à travers, enfin, bon, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les fake news, à travers l'IA aussi. On a l'impression que la vérité devient de plus en plus difficile à saisir. Et donc, il y a un effet dans le théâtre qui est que le théâtre pourrait devenir un lieu de vérité. Et donc ça, je crois que c'est une grosse, grosse tendance, qui s'ajoute à une deuxième chose, c'est que je pense que la révolution MeToo est fondamentale pour nous. C'est-à-dire que à partir disons, de cette révolution MeToo, mais et plus généralement, on va dire, à ce renouveau du féminisme, beaucoup, beaucoup de pièces sont vraiment vues, et c'est vrai, comme des pièces de l'ancien monde. Donc d'un monde patriarcal. Donc les pièces représentent le monde patriarcal. Donc, comme je peux pas vous dire le contraire, c'est vrai. C'est souvent écrit par des hommes, ce sont des histoires d'hommes, les femmes sont toujours vues dans certains rôles, etc. Donc ça fait il y a une critique, enfin, un rejet de ces pièces-là. Mais en même temps, je pense, comme on peut le voir dans Andromaque, qu'on peut mettre en scène ces textes-là avec une lecture d'aujourd'hui, une lecture post-MeToo. C'est ce que j'ai fait dans Andromaque, c'est ce que j'ai fait dans l'école des femmes. Mais bon, ça implique d'avoir un vrai regard dramaturgique sur ce théâtre-là. Merci. Euh, une question aussi des Côtes d'Armor. À qui s'adresse votre théâtre? Que répondez-vous à ceux qui reprochent au théâtre d'être un spectacle élitaire ou qui demandent un minimum de bagage? Alors vraiment, moi, j'ai toujours, toujours considéré que le théâtre doit s'adresser à tous. Mais la seule réserve, c'est que tout le monde n'est pas prêt à recevoir du théâtre. C'est-à-dire que pour regarder du théâtre, il faut, comment dire, accepter à se laisser aller à quelque chose d'enfantin qui est et si voilà parce que on jouerait à être Hermione, on jouerait à être Pyrrhus. C'est un jeu le théâtre. Donc il y a un plaisir qui est aussi un plaisir enfantin de se raconter de se raconter des histoires, tout en sachant que ce ne sont que des histoires. C'est une forme de pensée, de regard que tout le monde n'a pas. Et il y a des gens qui s'ennuient au théâtre alors que devant le même spectacle, alors que d'autres ne s'ennuient pas, sont au contraire émerveillés. Donc je pense que tout le monde n'a pas accès au théâtre à cause de ça. Mais qu'en réalité, moi, en tout cas, quand je fais des spectacles, j'essaye que ça puisse parler à tout le monde, aussi bien aux érudits qu'aux gens qui n'ont jamais lu Andromaque ou jamais entendu d'Alexandrin. C'est pour ça que j'essaye d'être si concret dans les vers. Alors, je dis pas que j'y arrive toujours, je dis pas que c'est facile, mais je pense que nous avons besoin de ces grands auteurs, de ces grands textes pour comprendre le monde en fait. Le théâtre, ça sert beaucoup, beaucoup, je trouve, à retrouver de la complexité quand vous regardez, une complexité qui passe pas que par l'intellect, qui passe par l'émotion et qui relie en fait l'intellect et l'émotion, qui sont pour moi pas deux choses différentes. Et quand vous regardez une pièce comme Andromaque, vous pouvez être pris
vous avez des émotions contradictoires qui vous traversent. Vous avez de la pitié pour Andromaque, qui est prise comme une victime, mais vous êtes aussi effrayé quand elle est prête à sacrifier son enfant. Quand vous voyez Pyrrhus, vous avez le monstre guerrier, mais vous êtes aussi ému par cet homme qui a envie de retrouver son humanité. Quand vous voyez Hermione, qui est cette pauvre fille de la plus belle femme du monde, eh ben, bien sûr, vous pouvez être effrayé par sa monstruosité, mais finalement, cette femme, c'est pas elle qui tue à la fin, ce sont les Grecs, c'est pas elle. Et donc, on est pris dans des sentiments et des émotions contradictoires tout le long, et c'est ça qui fait que Racine est extraordinaire et que le théâtre nous sert à quelque chose, puisqu'on est pris tout le temps dans des injonctions de pensée noir, blanc, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est pur, ça c'est pas pur, etc. Je crois que le théâtre, c'est justement un lieu d'émotions contradictoires et c'est pour ça que c'est si nécessaire. C'était presque une conclusion pour moi, mais dernière question, pour revenir au public qui nous écoute. Quelle scène conseillerez-vous à des élèves pour entrer dans une pratique de jeu? En fait, évidemment, c'est très difficile à jouer, donc personne peut y arriver. Mais les scènes de Hermione, de Hermione au reste, elles sont super. Ou les scènes entre Andromaque et ses fils, à celle du troisième acte, elle est super aussi. Je pense que les scènes de Pyrrhus sont plus dures. Les scènes de reste Pyrrhus, les scènes d'hommes, elles sont un petit peu plus dures à faire. Mais c'est plus facile avec les scènes des femmes. Merci mille fois pour cet entretien. Merci à vous. Merci, à bientôt.